Morning, good evening. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, où qu'ils soient dans le monde. Je suis Grace Maloney, je suis conseillère en chef au siège de l'UNICEF à New York et je souhaite protéger tous les enfants contre la malnutrition. Nous le savons tous, la meilleure manière de protéger les enfants de la malnutrition, c'est de lancer l'allaitement et l'initiation le plus tôt possible. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette semaine de célébration de l'allaitement 2023 avec le collectif. Nous allons marquer l'événement car nous voulons permettre l'allaitement et nous voulons surtout faire la différence et que l'allaitement fonctionne. Alors, quelques remarques d'ordre logistique. Nous avons l'interprétation en simultané qui est disponible en arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol. Pour trouver la langue que vous souhaitez écouter, veuillez cliquer sur le bouton interprétation en bas de l'écran et veuillez choisir le canal qui vous convient. Si vous parlez une autre langue, il faudra cliquer. Sinon, il faut rester sur le canal principal si vous souhaitez écouter ce qui se dit en anglais. Maintenant, si vous avez des questions, veuillez les poser dans l'encadré Q&A, questions-réponses. Veuillez ne pas poser de questions dans la boîte de dialogue, s'il vous plaît. Et vous pouvez poser des questions. Nous allons tenter d'y répondre à la fin de la séance. Et nous essaierons de prendre le plus grand nombre de questions possible, bien évidemment. Maintenant, si vous avez un problème d'ordre technique, veuillez commencer votre question par le mot support en lettres majuscules et l'équipe technique vous aidera. Malheureusement, nous ne donnerons pas de certificat de participation, mais vous aurez un lien vers l'enregistrement de la séance disponible dans toutes les langues sur le site web. Ce sera affiché d'ici quelques jours ou d'ici une semaine environ. Voilà, je suis ravie de pouvoir commencer. Nous avons un très bon programme. Nous allons écouter l'allocution liminaire du directeur pour l'UNICEF et ensuite nous verrons une vidéo des femmes qui parlent de leur propre expérience, de ce qui se passe pour elles lorsqu'elles reprennent le travail. Ensuite, nous aurons des statistiques pour savoir où nous en sommes pour ce qui est d'atteindre les cibles en termes d'allaitement. Ensuite, nous écouterons quelqu'un qui nous vient de l'OIT pour mieux comprendre les dispositions de la Convention relative à la protection de la maternité. Ensuite, nous écouterons des représentants gouvernementaux qui vont nous dire comment ils font pour aider les mères à mettre en place l'allaitement. Et ensuite, en fin de séance, nous verrons les questions-réponses. Donc, l'ordre du jour est passablement chargé. Nous avons 90 minutes à disposition. Directeur de la nutrition et du développement de l'enfant, Monsieur Victor Aguayo, c'est à vous. Bienvenue, chers collègues, chers amis. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire à l'occasion de la semaine de célébration de l'allaitement au nom de l'UNICEF et de l'OMS. Ces 10 dernières années, nous avons connu une augmentation de 10 points du taux d'allaitement exclusif. Nous sommes maintenant à un pourcentage de 48%. Nous sommes donc en bonne voie pour atteindre les cibles fixées par l'AMS, 50% d'ici à 2025.
il y a de quoi être fier et c'est dû aux efforts que nous avons tous consentis partout pour protéger, promouvoir l'allaitement partout dans le monde. Donc il y a matière à célébration. Où que les enfants naissent, l'allaitement leur permet de mieux démarrer leur vie. La science l'a montré, l'allaitement est bénéfique. L'allaitement protège les nourrissons contre les maladies infectieuses. Ça peut donc faire la différence entre la vie et la mort. L'allaitement renforce le système immunitaire de l'enfant et permet à l'enfant d'avoir des nutriments, les nutriments dont il a besoin pour grandir et pour réaliser son potentiel. L'allaitement protège les enfants contre le surpoids, l'obésité, les maladies chroniques plus tard dans la vie et l'allaitement réduit les risques pour la femme d'avoir du diabète, d'être obèse ou de contracter le cancer. Donc, l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'alimentation. Et pour cette semaine, nous allons voir ce qui se passe sur le lieu de travail. Et là, la réponse est assez simple pour des millions de femmes. Retourner au travail, c'est souvent un obstacle à l'allaitement ou à la poursuite de l'allaitement. Nous allons écouter des femmes qui vont nous dire quelle est leur expérience et qui vont nous dire ce qu'elles font pour allaiter leur enfant lorsqu'elles retournent au travail. Nous allons aussi entendre les gouvernements nous dire ce qu'ils font. Nous allons voir avec l'UNICEF, l'OMS. Nous sommes déterminés à promouvoir l'allaitement au travail parce que c'est bénéfique pour les nourrissons, pour les femmes, pour les entreprises, pour les sociétés. Nous appelons toutes les parties prenantes à mettre en place trois éléments. Premièrement, il faut un environnement propice à l'allaitement pour toutes les femmes qui travaillent. Ensuite, il faut l'accès à des pauses pour l'allaitement, des installations qui permettent aux femmes d'allaiter leurs enfants une fois qu'elles sont au travail. Ensuite, il faut prévoir des congés payés pour tous les parents qui travaillent pour répondre aux besoins des jeunes enfants. Il faut donc des congés maternité rémunérés d'au moins 18 à 24 semaines. Et ensuite, il faut investir davantage dans le soutien à l'allaitement. Il faut des programmes, des politiques nationales pour promouvoir l'appui dans le secteur public, dans le secteur privé, l'appui à l'allaitement au travail. Donc, il faut travailler ensemble. Moi, je remercie tous ceux qui participent, tous ceux qui sont sur le terrain, tous ceux qui travaillent à la promotion de l'allaitement partout. Et je remercie le collectif mondial pour l'allaitement qui nous réunis ici et qui fait en sorte que l'allaitement reste la priorité. Merci à tous. Merci, monsieur le directeur, et toutes nos excuses si le son n'était pas de très bonne qualité. Mais nous voyons bien maintenant quels sont les enjeux. Alors, que faisons-nous au sein du collectif? Eh bien, nous écoutons les femmes, nous voulons savoir quelle est leur expérience et ça, c'est fondamental parce que c'est ce qui compte le plus. Comment est-ce que les programmes politiques à l'échelon national ont un impact sur les femmes? Et là, nous voulons entendre les mères et c'est pourquoi nous leur avons demandé ce qu'elles souhaitent dire aux autres mères lorsqu'elles retournent au travail. Que se passe-t-il? Que font les employeurs pour qu'il soit possible d'allaiter et d'atteindre ces objectifs? Nous allons maintenant les écouter. L'allaitement et le travail, eh bien, c'est faisable et je le sais parce que je l'ai dit lorsque je l'ai fait, pardon, lorsque j'ai repris le travail et que j'ai continué d'allaiter mes jumeaux. Ayez de l'audace, communiquez avec votre employeur et n'hésitez pas à le faire parce que c'est merveilleux. Moi, je travaille dans le secteur du théâtre et j'ai des tire-laits pour pouvoir allaiter. Nous avons demandé aux femmes ce qu'elles peuvent faire. Moi,
Je trouve qu'il est très bon d'allaiter parce que je peux envoyer mon fils, ainsi on s'occupe de lui, mais moi, lorsque je suis revenue au travail, ma petite avait 10 mois, maintenant elle a 5 ans. C'est nous qui décidons du changement. C'est à vous de décider, de faire en sorte que les femmes se sentent à l'aise. Ce sont les mères qui rendent l'allaitement possible. Nous avons demandé aux mères de nous expliquer ce qu'elles font pour que l'allaitement fonctionne au travail. Les employeurs sont essentiels si l'on veut que les femmes puissent allaiter exclusivement leurs enfants. Ce que peuvent faire les employeurs, c'est de faire en sorte de mettre à disposition de bonnes installations. Il faut une bonne politique et il faut des arrangements flexibles. Moi, j'ai dit à mon responsable que je voulais prendre mon ordinateur, que je voulais pouvoir tirer mon lait tout en continuant à travailler. Il faut simplement que la transition se passe au mieux. Il faut encourager les employeurs à permettre la présence des nourrissons, si ça se fait dans des conditions de sécurité. Il faut laisser les mères allaiter et il faut répondre à leurs besoins, il faut un environnement sûr, et il faut aussi normaliser l'allaitement au travail. Nous pouvons faire en sorte que l'allaitement fonctionne au travail. Merci, merci pour tous ces moments fantastiques, merci pour toutes ces idées. Nous allons commencer. Mais rappelons-nous qu'il faut exiger que les droits soient respectés et les maires l'ont montré. Il faut demander aux employeurs de nous aider quand nous avons besoin d'être aidés pour allaiter. Merci à toutes pour ces messages. Maintenant, où en sommes-nous exactement pour ce qui est des cibles concernant la nutrition et l'allaitement? Et maintenant, je donne la parole à notre collègue du siège de l'UNICEF à New York et qui va prendre la parole. Je vous remercie, Raina. L'UNICEF et l'OMS recommandent que l'allaitement soit exclusif pour les enfants. L'on parle d'aller jusqu'à 2 ans et au-delà. Children. Aujourd'hui, nous allons vous faire part des résultats que nous avons enregistrés. Et je vous montre les cibles. Nous allons voir jusqu'où nous devons aller pour atteindre ces objectifs. Dans le monde, et vous le voyez à l'écran, nous n'avons pas atteint les objectifs fixés par le collectif de 2015 à 2021. Nous avions 47% des nourrissons qui commençaient à être allaités. Mais nous avons de trop nombreux nourrissons qui ne sont pas ainsi pris en charge. Pour les 6 premiers mois de l'année, nous avons 48%, alors que la cible fixée par le collectif était de 70% d'ici à 2030. Si nous avons 70% des mères qui continuent d'allaiter leur enfant pendant au moins 1 an, les taux chutent sensiblement lorsqu'on arrive à l'âge de 2 ans. Mais il y a beaucoup à célébrer, nous l'avons déjà dit à l'occasion de cette semaine. Nous avons maintenant ce pourcentage de 48%, donc il y a beaucoup à célébrer. Nous avions la cible fixée par l'AMS, l'Assemblée mondiale de la santé, mais
C'était il y a une décennie, donc nous avons enregistré une augmentation de 10 points, ce qui est remarquable et il faut s'en féliciter. Toutefois, nous avons toujours des disparités régionales pour ce qui est d'atteindre ces cibles d'allaitement exclusif. Nous avons parlé des 48%, mais nous avons des disparités entre régions pour les pays de l'Asie du Sud, ensuite Afrique de l'Est et 55%. Mais nous avons aussi ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous n'avons que 26% pour l'Amérique du Nord. Et là, je parle d'allaitement exclusif, donc c'est là qu'il faut progresser pour ne plus avoir ces disparités régionales. D'après l'analyse de l'UNICEF, nous avons 21 pays qui ont accru l'allaitement exclusif d'au moins 10 points de pourcentage. Nous avons les îles Marshall, le Vietnam, notamment, qui connaissent une augmentation importante, ce qui montre que le progrès est possible si l'on œuvre à cela. La bonne nouvelle, c'est que nous savons ce qui fonctionne. Il reste beaucoup à faire si nous voulons atteindre les objectifs, mais les programmes, les politiques doivent être bien conçus pour soutenir l'allaitement. Et nous avons les priorités fixées par le collectif et par tous les partenaires en vue de promouvoir l'allaitement, promotion au travail, mise en œuvre du code concernant les substituts du lait maternel, des congés maternité rémunérés et j'en passe. Mais nous savons que le congé maternité est lié à un allaitement de plus longue durée. Cela permet aussi de réduire la mortalité infantile et cela permet aussi d'améliorer la performance au travail et cela permet aussi de fidéliser les employés. Et nous savons que le code permet de faire la différence puisque les pays qui y adhèrent améliorent leurs résultats et atteignent davantage les cibles. Le moment est venu d'agir pour nous tous. Si nous voulons que davantage de nourrissons et cet allaitement ait un meilleur départ dans la vie. Merci beaucoup, Fatmata. Merci. Voilà, qui est très inspirant. Nous pouvons être fiers. C'est une source d'inspiration pour nous tous, car nous avançons, même s'il reste beaucoup à faire. Nous avons le thème de cette année, de cette semaine. Alors, qui va nous dire ce qu'il en est des politiques? Nous avons des experts de l'Organisation internationale du travail. Et je vous présente Manuela, qui vient de l'OIT et qui s'occupe de l'égalité au travail. Donc, Manuela, c'est à vous. Et Manuela Pozan, qui s'occupe de l'égalité de genre et de la non-discrimination à l'OIT. Il est bon de voir que vous êtes si nombreux alors que c'est la pause estivale. Félicitations aux organisateurs. Je suis ravie de participer à cet événement. À l'Organisation internationale du travail,
Nous nous occupons de l'économie du soin. L'économie du soin, c'est parler d'emploi dans ce secteur, mais ce sont aussi des hommes, des femmes euh, qui ont une activité qui n'est pas toujours rémunérée. Ça fait partie du programme de transformation élaboré par les mandants de l'OIT. Cela se reflète dans un certain nombre de déclarations d'appel à l'action. Vous le savez, cela fait aussi partie du programme commun du secrétaire général des Nations Unies. L'important, c'est d'investir dans les soins parce que les soins, c'est extrêmement important. Mais comment faire, comment procéder? Nous avons besoin d'une approche globale, d'une approche à 360 degrés. L'OIT promeut les 5 R. Bon, nous voulons cette autoroute vers le travail décent, mais c'est difficile parce que lorsque nous parlons d'une autoroute, il faut voir quelles sont les politiques de protection sociale, politiques macroéconomiques, politiques du travail, des migrations environnementales, etc. Et il faut que le tout intègre l'égalité de genre. Et surtout, il faut que le travail de soins qui est non rémunéré soit mieux réparti et il faut aussi envisager de rémunérer ce travail. De quoi parlons-nous? Nous parlons d'ensemble de politique de soins. Et là, il faut viser une grande transformation conformément aux normes internationales du travail et en fonction des besoins des pays. Mais il faut évidemment suivre tout le cycle de vie et c'est là qu'apparaît l'allaitement. De quoi s'agit-il? Bien, nous voulons des ensembles de politiques qui prévoient d'accorder du temps sous forme de congé parental et rémunéré. Et nous pouvons avoir du temps à disposition aussi pour les soins avant la naissance. Il faut aussi la sécurité euh, au niveau des moyens de subsistance. Il faut aussi peut-être des prestations en espèces. Et il faut bien sûr aucune discrimination. Il faut aussi avoir le droit à un lieu de travail qui soit sûr, salubre. Il faut des services de santé sur le long terme. Et avec le dernier rapport, l'OIT a tenté de faire le point de ces ensembles de politiques. Et là, je vous renvoie à la Convention 183 sur la protection de la maternité, à la 156 sur les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Et là, nous avons quelques bonnes nouvelles car la situation s'améliore quand même globalement, même s'il y a de grandes disparités. Et c'est pourquoi il faut continuer ce plaidoyer pour la 183 et la 156 pour les ratifications. Eh bien, la situation s'améliore aussi. Certains pays envisagent
d'adhérer à ces conventions. Donc, au niveau du terrain, ça bouge, on s'intéresse davantage à ces conventions. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, car il y a un mais, nous avons 98 pays sur 185 qui ont une législation en lien avec la Convention, mais nous avons toujours 649 millions de femmes qui ne jouissent pas d'une protection de la maternité et vous imaginez aisément les conséquences que cela peut avoir. Alors pour les régimes de congé maternité, conformes aux dispositions de la C183, eh bien vous le voyez, nous avons encore pas mal de lacunes. Je passe assez vite sur ces informations parce que je pense que vous les connaissez pour la plupart d'entre vous. De toute façon, c'est disponible en ligne. Et l'une des conclusions intéressantes du dernier rapport, confirmée par l'autre rapport, c'est que l'on insiste sur les droits et responsabilités des hommes pour qu'ils soient intégrés dans ces politiques. Nous avons des législations relatives au congé paternel et nous avons 33 pays de plus qu'auparavant. Avant, c'était 115. Mais cela fait toujours 1,26 milliard d'hommes qui vivent dans des pays où il n'y a pas de congé paternité. Or, nous savons pertinemment que il est bon que les hommes prennent soin de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, dès la naissance de l'enfant. D'abord parce que cela aide la mère qui ainsi échappe à l'épuisement, qui peut peut-être reprendre le travail plus tôt. C'est important aussi pour le développement de l'enfant. Et c'est là qu'il va falloir continuer de travailler. Certes, les mentalités évoluent, mais le congé paternité n'est toujours pas rémunéré. S'il existe, il est très court, il est très bref, et nous avons les stéréotypes de genre qui font que les hommes ne prennent pas toujours ce congé paternité, même lorsqu'il est possible de le prendre. Et bon, nous avons vu les congés maternité, congés paternité et congés parental. Et là, c'est très important parce que cela aide pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Nous avons 68 pays qui prévoient ce congé parental, mais seuls 46 d'entre eux rémunèrent ce congé. Pour 9 enfin, pour certains pays, ce peut même être contre-productif parce que ce peut être une politique au rabais pour ne pas mettre en place des services de garde d'enfants, par exemple. Donc, nous avons des pays qui essaient de trouver la bonne formule, mais personne n'a trouvé la meilleure formule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le congé parental fasse partie du train de mesure. Et nous avons une tendance qui se dégage, à savoir que petit à petit, de plus en plus d'hommes prennent ce congé parental. Et là, on en revient à la problématique des rôles joués par chacun des sexes, à la problématique du développement de l'enfant, interaction avec le père et pas seulement avec la mère.
Donc, le fait que des pères prennent le congé de paternité et le congé parental, cela a des effets positifs sur le bien-être de l'enfant et aussi sur l'allaitement. Qu'en est-il de l'allaitement au travail? C'est-à-dire l'un des thèmes qui nous intéresse aujourd'hui. Je crois qu'il s'agit là de l'un des moteurs de la bonne santé. La Convention 183 sur la protection de la maternité indique que les agentes de santé devraient disposer de pauses ou de réductions horaires qui devraient être comptées comme du temps de travail et rémunérées de façon appropriée. Dans 138 pays, il existe une disposition concernant des droits statutaires pour ce qui est de disposer de plages horaires et de rémunération. Certains pays offrent plusieurs pauses. Certains pays proposent des pauses pendant le temps de travail, pendant une période de 6 mois ou davantage. Et vous trouverez toutes les informations supplémentaires. Cependant, il demeure des pauses allaitement qui ne sont toujours pas rémunérées, notamment dans certains pays à revenus élevés. Il s'agit donc de domaines dans lesquels nous devons continuer de travailler. Les campagnes de sensibilisation peuvent s'avérer très utiles dans ce domaine. Étant donné que nous sommes en train d'examiner les systèmes de soins en ce qui concerne notamment l'allaitement, la parentalité, les politiques non discriminatoires qui sont tout à fait pertinentes, notamment lorsqu'il s'agit de faire en sorte que les femmes puissent retourner au travail. Il faut tenir compte également de l'importance de la garde d'enfants dans nos économies et c'est là peut-être qu'il y a les plus grandes lacunes. Un parent sur 10 est en mesure de s'offrir des gardes d'enfants. Et 21 pays sur 178 octroient des services de garde d'enfants ou prévoient des services de garde d'enfants dans leur législation. C'est l'un des domaines où l'on rencontre le plus de lacunes. À l'OIT, nous avons mesuré ces lacunes et ces écarts, c'est-à-dire la différence entre le moment où le congé euh, parental se termine et le moment où le service de garde d'enfants débute. Et il y a un écart de 4,2 ans, ce qui est très important. Et qui va remplir cet écart? Eh bien, c'est généralement les femmes qui s'abstiennent de retourner au travail ou qui s'occupent de trouver des solutions alternatives dans l'économie informelle, par exemple, ou en réduisant leur temps de travail, ou tout simplement en quittant le marché du travail. À l'OIT, nous avons essayé de mettre en place un paquet conçu au niveau national sur les systèmes de soins. Il faudra pour cela avoir des investissements considérables, mais le taux de retour sera considérable également. 0,29% du PIB en moyenne serait nécessaire. Cela correspond à peu près à 362 milliards de dollars en termes d'investissement annuel. Voilà ce qui serait important et indispensable pour pouvoir réduire cet écart et pour pouvoir offrir également des pauses allaitement, ce qui permettrait de créer 5,5 millions d'emplois. Par exemple, des politiques en matière d'allaitement et de congés payés pour les soins à l'enfant, et ce d'ici 2035. Nous prévoyons que 41% de ces emplois seraient attribués probablement à des femmes, 37% concernerait probablement l'emploi formel. Il y a donc des motifs commerciaux lorsqu'il s'agit de parler de ces paquets concernant la politique en matière d'allaitement.
Il s'agirait de mettre en place un système de création d'emplois et faire en sorte que davantage de femmes et d'hommes puissent participer au marché du travail. Pour conclure, nous pensons qu'il serait judicieux d'accélérer l'appui pour les politiques de soins et pour investir davantage dans ces politiques. Il y a un certain nombre de mesures importantes à prendre. Par exemple, renforcer les savoirs, sensibiliser en ce qui concerne le travail rémunéré, non rémunéré dans le domaine de la garde d'enfants, changer les normes sociales. Il faudrait également cibler certaines populations, mettre en place un espace fiscal, réglementaire et technique nécessaire pour mettre au point des politiques en matière de conception, de financement et de mise en œuvre d'un système plus inclusif. L'économie des soins dans son ensemble est prise en compte au G7, au G20, à l'ONU, dans les prochaines discussions sur les objectifs de développement durable. Nous pensons donc que l'on a déjà beaucoup progressé par rapport à là où nous en étions il y a 10 ans. Nous avons mieux positionné ces systèmes de soins et de garde, car il s'agit après tout de politique, le droit à ce que l'on puisse avoir un système de garde, tout en tenant compte également de l'environnement, ce qui sera prioritaire pour la décennie à venir. Lorsqu'il s'agit d'élaborer des programmes, il faut tenir compte du dialogue social qui est essentiel pour faire en sorte que les droits des travailleurs et des employeurs puissent être pris en ligne de compte. Il faut également tenir compte des lacunes qui existent en termes de représentation des travailleurs de santé. Comme vous le savez, 70% des agents de santé sont des femmes. Il s'agit donc de 380 millions d'agents de santé dont il est question essentiellement dans l'économie informelle, qui se caractérise par de mauvaises conditions de travail, l'exposition au harcèlement, à la violence, des salaires très bas, etc. Nous devons également renforcer les capacités des gouvernements, des syndicats d'employeurs, d'employés, pour pouvoir favoriser le développement et la mise en œuvre de ces politiques en matière de garde et de soins dans tous les pays, car les soins, c'est le dénominateur commun de tous les pays. Il s'agit d'une question essentielle pour l'ensemble de l'humanité. Je m'arrête là. S'il y a des questions, je serai tout à fait disposée à y répondre tout à l'heure. Merci. Merci, Emmanuela. Voilà une excellente présentation. J'ai beaucoup appris et je suis sûre que la plupart de nos collègues en ligne également. Vous avez fait référence aux soins en tant que droit, ce qui est essentiel pour les femmes, pour les enfants, pour les parents en général. Et vous nous avez donné des indications très importantes afin que nous puissions mettre en place un plaidoyer, chacun chez nous. www.ilo.org, voilà le site où vous trouverez toutes ces ressources. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous y trouverez une foule d'informations tout à fait intéressantes pour vous. Sur le site web concernant l'allaitement, vous trouverez également un certain nombre de ressources. N'hésitez pas à aller chercher tout cela. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'intervenant suivant, Emanuela Katie Pereira Kotze, qui est nutritionniste au Royaume-Uni. Elle a un doctorat de l'Université du Cap. Elle s'est penchée sur l'accès à la protection globale des femmes dans le secteur informel en Afrique du Sud. Vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner la possibilité de vous parler des congés maternité et du soutien à l'allaitement. Je vais vous donner un aperçu de ce qui existe pour renforcer l'adaptation du lieu de travail à l'allaitement et les congés maternité. Vous connaissez probablement le site web consacré à l'allaitement
qui est hébergé par WABA. Je signale que la plupart des ressources de mon exposé proviennent de ce site. Je vous encourage donc à l'examiner, à télécharger les ressources disponibles. La protection de la maternité est un droit pour tous les travailleurs. Il s'agit essentiellement d'un droit géré par le département des ressources humaines. Nous considérons que la protection de la maternité est une intervention de santé publique. Nous savons également que ce type de protection peut contribuer à un revenu minimum pour la plupart des femmes, ce qui peut avoir des avantages importants si les femmes sont aidées lorsqu'il s'agit pour elles d'allaiter. Seuls 43 pays dans le monde ont ratifié la convention de l'OIT, la numéro 183 de 2000 sur la protection de la maternité. Cela démontre bien qu'il est nécessaire d'avoir davantage de protection. Nous allons nous concentrer sur le congé maternité et l'allaitement sur le lieu de travail, mais il faut également se souvenir que tous les éléments différents sont indispensables pour que les femmes puissent allaiter et travailler, notamment les congés maternité, mais également des avantages en termes de liquidité pendant la grossesse, pendant le congé maternité, la non-discrimination, la sécurité de l'emploi, la protection du salaire pendant la grossesse, pendant l'allaitement, l'accès également à un appui pour la garde d'enfants. Tous ces différents éléments peuvent avoir une incidence en leur absence, une incidence négative sur l'allaitement. Selon les dernières études des 10 dernières années, nous avons pu comprendre que les congés maternité rémunérés et l'appui à l'allaitement sur le lieu de travail ont une incidence positive sur les enfants, sur les mères, sur les employeurs et sur les entreprises. Cela permet d'allonger la durée de l'allaitement, d'améliorer le taux de vaccination, de diminuer la mortalité infantile, d'améliorer la productivité sur le lieu de travail et de diminuer l'absentéisme. Il s'agit là d'avantages socio-économiques. Mais les difficultés sur le lieu de travail expliquent pourquoi les femmes cessent d'allaiter plutôt que selon les recommandations ou s'abstiennent de le faire. Le retour au travail rémunéré de la mère après la naissance est l'une des principales raisons pour lesquelles l'on passe aux formules de substitution du lait maternel. Nous savons également que selon la recherche, des politiques en matière de congé maternité rémunéré peuvent réduire la mortalité infantile de 13% pour chaque mois supplémentaire de congé maternité. Cette recherche a été publiée en 2016 suite à un examen des données démographiques auprès de 300 000 personnes dans un grand nombre de pays, ce qui a démontré qu'il y avait un lien étroit entre le congé maternité rémunéré et la mortalité infantile. N'oublions pas que sur le plan historique, l'allaitement sur le lieu de travail permet de conserver les femmes sur les lieux de travail officiels, mais il y a de nombreuses femmes qui travaillent de façon informelle, en particulier dans les pays à revenus intermédiaires ou inférieurs. Et la plupart des personnes qui travaillent dans ces conditions n'ont que peu de protection de la maternité et l'on considère souvent que les congés maternité sont quelque chose en plus. Or, nous savons que cela fait partie intégrante des droits des travailleurs. Les femmes qui n'ont pas d'emploi formel n'ont souvent pas accès à la protection de la maternité. Les travailleurs domestiques en Afrique du Sud nous racontent parfois qu'elles retournent travailler 2 semaines après la naissance du bébé, tout simplement parce que sinon elles n'étaient pas rémunérées.
Or, il est difficile de récupérer après l'accouchement ou bien d'allaiter 2 semaines après la naissance de l'enfant et de retourner au travail parallèlement. Le rapport démontre que la plupart des femmes n'ont pas accès au congé maternité rémunéré. Seule une portion infime de femmes reçoivent une rémunération pendant leur congé maternité. Les travailleurs informels ont beaucoup de difficultés à accéder à ces congés maternité rémunérés. Nous savons également qu'il est possible de le faire en réorganisant les tâches, en ajustant les horaires de travail et en offrant un soutien à l'allaitement ou à la garde d'enfants. Plusieurs secteurs sociaux sont chargés d'améliorer les conditions d'allaitement ou le retour au travail des parents. J'aimerais attirer votre attention sur certaines de ces recommandations. Vous trouverez les recommandations complètes sur le site web. Certaines recommandations s'adressent au gouvernement, notamment adopter des législations qui veillent à garantir 6 mois de congé maternité pour les travailleurs grâce à des mécanismes de financement qui passent par des fonds publics notamment. À l'OMS, nous soutenons ces systèmes. Les conventions prévoient 14 semaines, c'est-à-dire 4 mois de congé maternité. L'OIT, dans sa recommandation 191, recommande 18 mois. 6 mois, cela fait 28 semaines. C'est l'objectif que nous devrions viser dans la législation gouvernementale ainsi que dans les entreprises pour aider les femmes à garantir l'allaitement. Également, mettre en place une législation et des mécanismes de financement pour le secteur informel et pour les travailleurs indépendants afin qu'ils puissent avoir accès au congé maternité, veiller à ce que l'allaitement et les salles d'allaitement soient exigés par la loi. Il convient de souligner que les congés maternité devraient être indiqués clairement dans la législation et dans la politique. Or, souvent, on ne sait pas exactement à quel paiement on a droit. Les syndicats et les employeurs peuvent également garantir 6 mois de congé maternité, doivent mettre à disposition des pauses allaitement, des salles d'allaitement et doivent organiser des horaires adaptés à l'allaitement. De nombreuses entreprises, organisations et employeurs vont au-delà de la législation minimale et s'alignent sur les indications de l'UNICEF ou de l'OMS pour offrir des politiques d'allaitement plus favorables. Le secteur de la santé a également un rôle à jouer. Cela peut être considéré comme un élément essentiel de la santé sur le lieu de travail. Par exemple, il y a une campagne qui a été mise en place en 2019 en Afrique du Sud afin que les employeurs soutiennent l'allaitement sur le lieu de travail. Mais souvent, l'on ignore que ces possibilités existent. Il est donc important que d'autres intervenants puissent transmettre ces informations, notamment aux employeurs. Il s'agit également de s'adresser aux employeurs dès que possible pour négocier avec eux des conditions de retour au travail qui soient favorables à l'allaitement. Et dans le cadre de la communauté, il s'agit également d'encourager les employeurs à fournir des indications et les recommandations à d'autres en ce qui concerne les parents qui travaillent. Voilà donc les recommandations provenant des différents groupes et secteurs concernant les différentes mesures à prendre afin d'améliorer l'accès à la protection de la maternité pour tous les travailleurs. J'espère vous avoir transmis des informations que vous pourrez utiliser pour convaincre les parties prenantes qu'il faut convaincre de l'importance de la protection de la maternité, de l'accès à des horaires et à des salles d'allaitement pour toutes les femmes au travail, ainsi que des propositions sur ce qu'il convient de faire.
Et puis la protection globale de la maternité est un droit humain de toutes les femmes qui travaillent. Cela contribue à des conditions de travail décentes pour les femmes, ce qui peut avoir des avantages très importants si l'on encourage les femmes à allaiter. Je conclurai sur ce message avec cette image de l'OMS qui a été affichée sur les réseaux sociaux cette semaine. Les femmes ne devraient pas avoir des super pouvoirs pour pouvoir jongler allaitement et travail sur le lieu de travail. N'hésitez pas à me contacter par courriel si vous avez des questions. Merci. Merci Christine, pour cet excellent exposé. Vous avez effectivement présenté les difficultés concernant les politiques et les mesures à prendre, notamment dans le secteur informel. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de commentaires à propos du secteur informel dans la boîte de discussion. Il est donc important de tenir compte de ces éléments. Bravo. Nous allons maintenant écouter le point de vue des gouvernements des quatre coins du monde. Nous allons saluer les intervenants que j'invite à allumer leur vidéo. Tout d'abord, Dr. Wangfeng de la Chine. Dr. Wang est secrétaire général de la Fondation pour le développement de la femme et de l'enfant de Shenzhen en Chine. Il va nous parler en chinois. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient écouter le chinois, restez sur ce canal. Pour les autres, veuillez vous brancher sur le canal de votre choix et vous entendrez l'interprétation. Nous allons également entendre Giovanna Salazar Ortiz, vice-ministre de la Prévoyance sociale et de l'Emploi du ministère du Travail du Guatemala. Ensuite, le docteur Boulboul, directeur de programme des services nutrition au niveau national et responsable et point focal technique du ministère de la Santé et du Bien-être de la Famille du Bangladesh. Et enfin, Véronica Quirogo, directrice nutrition et services diététiques du ministère de la Santé publique et des normes professionnelles du ministère de la Santé au Kenya. Nous avons donc une bonne représentativité géographique. Tous nos intervenants vont nous faire part de leur expérience en tant que gouvernement. Ils vont nous dire ce qu'ils font pour aider les femmes sur le lieu de travail afin qu'elles puissent parvenir à leurs objectifs d'allaitement. Je vais donc poser une série de questions à nos intervenants, à commencer par le docteur Wang. Donc, une fois qu'il commencera à parler, je vous invite à vous brancher sur le canal de votre choix dans les services d'interprétation au bas de l'écran. Alors, qu'avez-vous fait, Dr. Wang, pour améliorer la protection de la maternité et les dispositions sur le lieu de travail pour l'allaitement dans votre pays? Et qu'avez-vous pensé pouvoir obtenir de cette façon? Merci, Madame. Dans la municipalité de Shenzhen, nous avons mis au point des directives pour promouvoir le développement des femmes. L'allaitement est un indicateur très important concernant ces directives. La Commission chinoise de la santé a mis au point un plan d'action pour favoriser l'allaitement, pour indiquer que des mesures d'appui doivent être fournies sur le lieu de travail. Nous savons qu'en Chine, les femmes représentent une force de travail importante, en particulier à Shenzhen. Il est important d'aider les mères à continuer l'allaitement une fois qu'elles retournent au travail. Il s'agit là d'une tâche importante à Shenzhen. Certaines entreprises fournissent des tire-laits et des salles d'allaitement pour les travailleuses. Il y a cependant un certain nombre d'entreprises qui ne font pas de même. Certaines entreprises fournissent un congé maternité, un congé parental, ainsi que des horaires flexibles et des choix
d'allaitement afin que les jeunes parents puissent allier vie de famille et vie professionnelle. Un certain nombre de projets favorables aux familles ont été mis en place. Il s'agit de quelques-unes des mesures importantes prises par la municipalité de Shenzhen en Chine. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait part de votre expérience. Nous allons donner la parole à notre collègue du Guatemala, du ministère du Travail. Madame Ortiz, pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait dans votre pays pour améliorer la protection de la maternité, les dispositions sur les lieux de travail pour favoriser l'allaitement et qu'avez-vous espéré obtenir de cette façon? Je vous donne la parole. Bonjour à tous. Je m'exprime depuis le ministère du Travail. Avec l'UNICEF, nous avons mis en place un système ami de l'allaitement. Le Guatemala fournit une législation qui permet aux femmes, après leur grossesse, de disposer d'une heure supplémentaire tous les jours afin que les femmes puissent poursuivre l'allaitement. Cependant, grâce à l'initiative avec l'UNICEF, nous avons demandé aux entreprises de mettre à disposition des locaux où les femmes, toute la journée, puissent tirer leur lait pour pouvoir ensuite rentrer chez elles avec leur lait. Ce sont des efforts que nous avons mis en place au sein du ministère car nous avons constaté que les entreprises étaient plutôt favorables à ces efforts. Par exemple, les banques dans le domaine des finances, dans le domaine public également. Il y a également certaines entreprises qui sont tout à fait disposées à mettre en place ces mesures. Nous avons vu que les gens se sont montrés relativement ouverts d'esprit pour mettre en place ces mesures en comprenant quels étaient les avantages que cela pouvait avoir. Nous avons maintenant des entreprises qui sont très intéressées. Le ministère peut donc prendre contact avec elles pour leur expliquer les politiques en matière d'allaitement, ce qui leur permet de se distinguer par rapport à d'autres entreprises. Et je remercie d'ailleurs l'UNICEF pour son aide. Je vous remercie. Merci à vous. Vous avez fait un dernier commentaire concernant la mise en place de politiques d'incitation euh, vis-à-vis des entreprises. Cela permet aux entreprises d'être en concurrence. Les entreprises où ces mesures sont en place sont peut-être plus attrayantes pour les travailleurs. Alors, merci beaucoup. Nous passons maintenant au Bangladesh. Docteur Boulboul, pourriez-vous nous dire quelle est votre expérience et quelle a été l'expérience de votre gouvernement pour améliorer la protection de la maternité et de l'allaitement sur le lieu de travail au Bangladesh? Merci beaucoup. Je remercie l'UNICEF et les autres organisations d'avoir mis en place cette activité. Comme vous le savez tous, le lait maternel est la norme pour nourrir les enfants. Il est important de pouvoir allaiter les enfants pour pouvoir mieux les protéger contre les maladies. Ça permet donc de réduire les coûts concernant la santé. Notre gouvernement a mis en place un certain nombre d'initiatives pour améliorer l'allaitement sur le lieu de travail. Tout d'abord,
Nous avons déduit des recommandations suite aux données de preuve. Nous avons donc également mis en place des politiques favorables aux familles et nous avons mis en place une législation. Toutes ces mesures, ensemble, nous ont permis de nous concentrer sur la protection de la maternité. Ensuite, vous savez que notre objectif est l'allaitement exclusif et nous visons 70%. Or, nous n'y sommes pas encore. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent. C'est donc une considération importante dont il faut tenir compte dans nos politiques et dans nos projets. Nous avons donc mis en place une initiative avec, par exemple, 6 mois de congé maternité dans les services publics. Nous avons également consolidé notre législation en matière de suivi et nous avons adopté un certain nombre de paquets de mesures. En outre, nous essayons de prendre un certain nombre d'initiatives. Les mères au travail, initiative lancée en 2017 par l'UNICEF. Nous rassemblons tous les partenaires, ministère du Travail, ministère de l'Emploi, parce que nous suivons les recommandations de l'OIT pour que l'environnement de travail soit propice à l'allaitement. Ensuite, nous avons du matériel d'information, de communication. Nous disons comment la mère peut tirer son lait. Nous avons aussi les 7 normes élémentaires pour la protection de la maternité, des espaces pour l'allaitement et des dispositifs de garde d'enfants, le congé maternité rémunéré, etc. Et à partir de là, nous essayons de voir comment améliorer le taux d'allaitement exclusif. Nous avons eu des projets pilotes et nous avons constaté que la satisfaction au travail est très importante. Le travailleur, l'employé sera reconnaissant à l'employeur qui fait l'effort et cela permet ainsi de fidéliser les employés. Donc c'est bon aussi pour l'entreprise. Nous avons recensé tout cela et nous faisons en sorte que le lieu de travail soit propice à l'allaitement. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je remercie Catherine et je remercie Emanuela, car effectivement, le congé maternité rémunéré, c'est très important pour les femmes et pour l'allaitement. Merci, docteur Bulbul. Merci beaucoup de nous dire ce que vous faites au Bangladesh. Vous l'avez dit très clairement, ces politiques sont bonnes pour la mère, pour l'enfant et pour l'entreprise également. Donc c'est un investissement et il y a retour sur investissement. Et il faut en tenir compte lorsque nous faisons le plaidoyer. Et nous allons vers le sud, le Kenya, où nous allons écouter Veronica Kirogo, directrice des services de nutrition et de diététique. Véronica, qu'avez-vous fait au Kenya pour améliorer la protection de la maternité? Euh, que faites-vous concrètement? Merci beaucoup, Raine. Et bonjour
Ou bonsoir à tous. Je vais d'abord vous donner le contexte pour ce qui est de l'allaitement au Kenya. Nous avons les statistiques de 2022. En 2003, on en était à 13% d'allaitement exclusif. Maintenant, on en est à 22, mais on est loin des 70% prescrits pour 2030. Nous avons la moitié de la main-d'œuvre qui est constituée de femmes. Alors, il faut la protection de la maternité pour que les femmes puissent allaiter et que l'on puisse avoir cet allaitement exclusif. Il faut améliorer la protection de la maternité via le cadre législatif en 2010. On a bien dit que tout enfant a le droit à une bonne nutrition et avant 6 mois, donc c'est le lait maternel. Nous avons une loi sur l'emploi qui prévoit 3 mois de congé maternité rémunéré et 2 semaines de congé paternité rémunéré. L'an dernier, un amendement a été apporté pour le congé d'1 mois, congé pré-adoption. Lorsque des parents adoptent un enfant, ils doivent aussi pouvoir le nourrir correctement. En général, les femmes reviennent au travail avant les 6 mois. Alors, en 2017, nous avons eu un nouveau texte de loi pour obliger les employeurs à prévoir des espaces pour l'allaitement et pour les pauses allaitement. 1 heure, 1 heure de pause pour que les employés puissent soit allaiter, soit tirer leur lait. Alors, nous devons avoir ces espaces réservés à l'allaitement sur le lieu de travail, mais il ne faut pas que les fabricants de substituts de lait maternel puissent venir sur place. En 2022, nous avons également adopté un texte pour éviter la commercialisation ou la publicité des substituts de lait maternel. En 2021, nous avons adopté un texte sur l'étiquetage des substituts de lait maternel et l'on s'adresse aux distributeurs. Mais le cadre juridique n'est pas tout. Il faut aussi des orientations ou des directives pour un allaitement sûr et pour un environnement de travail qui le permette. Nous avons pu diffuser ces orientations au secteur privé. Nous travaillons avec l'UNICEF, avec une alliance du secteur privé au Kenya pour que les entreprises prévoient ces espaces réservés à l'allaitement. Nous avons un cadre national pour la mise en œuvre de la loi sur l'allaitement et pour dire comment appliquer la loi. Mais pour tout cela, il faut une excellente coordination. Nous avons des structures qui sont en place pour ce faire. Et outre la nutrition, nous avons un groupe de travail qui se charge de cette question de l'allaitement. Et nous avons une équipe spéciale qui se penche sur l'allaitement au travail. Et ce n'est pas tout. Bien sûr, il y a le travail de plaidoyer qui doit être fait. Nous travaillons avec les parties prenantes et cette semaine, nous avons travaillé avec les parlementaires, avec les législateurs, les
directeur des ressources humaines dans le secteur privé, dans le secteur public, et nous avons travaillé avec les hommes politiques pour faire connaître tous ces textes et tous ces instruments. Pour ce qui est des connaissances, nous travaillons aussi avec les médias et dans un avenir proche, nous pourrons avoir un environnement propice à l'allaitement au travail. Et je reviens à ce que disait Graine. Certains ont parlé du secteur informel. Mais le secteur informel, chez nous aussi, se heurte à des difficultés lorsqu'il s'agit de créer des espaces réservés à l'allaitement. Mais il y a aussi ceux qui interviennent sur les marchés pour continuer de promouvoir l'allaitement. Merci, merci beaucoup, Véronica. C'est un excellent exemple des mesures prises par le gouvernement, des difficultés rencontrées. Il est bon de savoir que plus de 100 entreprises suivent cette politique. Donc, nous avons beaucoup à apprendre du Kenya. Merci beaucoup. Encore une question que je souhaite poser à chacun des intervenants. Et Dr. White, vous avez parlé de ce que vous faites à Chengchun, les politiques suivies, les mesures prises par les entreprises pour ces espaces réservés à l'allaitement et pour permettre l'équilibre vie professionnelle, vie familiale. D'après votre expérience, quelle serait la leçon que vous en tirez? Qu'est-ce que les autres pays devraient émuler de votre expérience? Je vous remercie. Alors, j'aimerais vous dire ce que nous faisons en Chine. Lorsque nous promouvons l'allaitement, nous le faisons globalement. Il nous faut le bon environnement euh, et même en zone urbaine, dans les gares, dans les aéroports, dans les centres commerciaux. Il n'y a pas que les entreprises, il y a les universités, partout. Il faut promouvoir ce type de connaissances et sensibiliser les employeurs à cela. Avec l'appui de l'UNICEF à Shenzhen, nous avons mené une campagne à cet effet, mais à l'échelle de toute la ville. Nous travaillons avec les médias et nous réservons des espaces publicitaires, par exemple, dans les gares, pour sensibiliser à ces questions. Nous avons pu compter sur l'appui de la Confédération des femmes et d'entités gouvernementales. Nous comptons aussi sur l'appui de certaines entreprises pour que les femmes obtiennent un congé maternité rémunéré et pour que l'environnement soit propice aux familles de manière générale. En un mois, nous avons pu atteindre 3,8 millions de personnes. Donc, avec ce type d'initiative, nous pouvons cibler les bonnes entreprises, former les bonnes entreprises pour qu'elles sachent quelles sont les installations à mettre en place. Il faut aussi prévoir le congé maternité, le congé paternité, le congé parental pour que les jeunes parents sachent comment mettre en place cette vie familiale et
Pour les employeurs qui suivent ces politiques ou qui suivent ces orientations, il y a une récompense. Nous avons plus de 75% des sondés qui ont dit qu'ils pensent que ce type d'initiative permet l'équilibre vie professionnelle, vie familiale. Pour la majorité d'entre eux, c'est satisfaisant et cela les motive à travailler à Xinjiang. Nous avons plus de 20 millions de personnes. Ce sont des grandes villes. Donc, nous avons besoin d'une grande coordination. Il faut travailler avec tous les ministères. Il faut travailler avec tous ceux qui sont concernés pour améliorer l'allaitement au travail. Nous voulons des villes qui soient bonnes pour la vie de famille. À Shenzhen, nous avons bien sûr le marché du travail. Il faut des salles ou des espaces réservés à l'allaitement, mais partout et notamment dans les lieux publics. En tout cas, c'est un bon point de départ. Merci. Merci beaucoup, Dr. Juan, pour cet excellent tour d'horizon des mesures que vous avez prises. 1 million, cela représente beaucoup par rapport à la population de bien des pays. Alors, vous avez réussi à contacter 3,8 millions de personnes pour prendre des mesures à leur égard. C'est tout à fait impressionnant. Et cela démontre bien que c'est une initiative de l'ensemble de la société, pas simplement du gouvernement. Il s'agit de faire en sorte que chacun puisse comprendre quels sont ses droits. Et il s'agit également de bien comprendre les besoins de chacun. La campagne publique dans les stations de métro, c'est un excellent exemple pour de nombreux participants qui pourraient reprendre à leur compte cette initiative, en particulier dans les zones urbaines où il y a un grand nombre de femmes qui travaillent. Nous passons maintenant au Guatemala. Je demande à la vice-ministre, quels sont les enseignements que vous souhaiteriez transmettre aux participants des quatre coins du monde? Nous avons 1000 personnes en ligne. Quels sont les enseignements qu'ils pourraient tirer de l'expérience du Guatemala? Et avec plaisir. Nous avons appris que les entreprises qui ont des responsables des questions concernant les femmes sont plus accessibles en ce qui concerne ces initiatives sur l'allaitement, car elles sont peut-être plus favorables à ce type de situation. Ce qui nous a permis de mettre en avant l'importance de la femme sur le lieu de travail et l'importance de pouvoir apporter ces changements dans les entreprises. Ensuite, lorsqu'il s'agit de fournir des directives à l'équipe de direction de l'entreprise, il s'agit de leur présenter quels sont les avantages de l'allaitement, notamment financiers, et qu'il suffit de ne pas faire grand-chose pour pouvoir mettre en place un système d'allaitement ou permettant aux femmes de tirer leur lait. C'est souvent le manque de connaissances qui empêche les responsables d'en faire davantage. Quand l'on constate qu'il n'est pas si difficile d'apporter ces modifications, on constate que la plupart du temps, les responsables pensaient que ce serait beaucoup plus compliqué. Alors, l'essentiel, c'est la communication, la sensibilisation. Cela permet à chacun d'être plus ouvert d'esprit et de comprendre qu'il n'est pas si compliqué de mettre à disposition ces services afin que les femmes puissent allaiter, puissent tirer leur lait, puissent stocker leur lait et puissent l'emporter à la maison. Cela permet également d'avoir un environnement de travail beaucoup plus favorable à tous. Nous avons pu apprendre également que la concurrence entre les entreprises fait que les entreprises sont concurrentes les unes par rapport aux autres, notamment dans la presse et ailleurs. Tout cela permet de faire en sorte que d'autres entreprises se posent tout à coup la question de savoir pourquoi l'on a mis en avant telle ou telle entreprise.
Il est important de faire la publicité sur tout cela, même s'il est vrai que c'est un droit fondamental qui devrait être le droit de chacun. Mais cela permet peut-être de changer les mentalités si l'on fait un peu de publicité afin que davantage de personnes puissent se rallier à ce type d'initiative. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir dit également qu'il est peut-être plus facile de mettre en place certaines politiques lorsqu'il y a des femmes au poste de direction. Mais l'on constate également que ce n'est peut-être pas si difficile non plus pour les hommes à des postes de direction. Souvent, ce sont pour les mauvaises raisons que les politiques ne sont pas mises en place et par manque de sensibilisation parfois. Alors, merci beaucoup de nous avoir donné cet exemple du Guatemala. J'en viens maintenant au Bangladesh. Docteur Boulboul, quel est l'enseignement principal que vous souhaitez transmettre à nos participants en ligne? J'aimerais parler des partenariats stratégiques, car il est très important de solliciter tous les partenaires, notamment le secteur privé, car de nombreuses femmes travaillent dans le secteur privé. Or, les gouvernements ont souvent mis en avant les partenariats publics-privés qui se sont multipliés. Il faudrait également solliciter les sphères universitaires, les instituts de recherche et les partenaires spécialisés afin de mettre au point des messages et afin également de mettre en place un système de soins dans les entreprises. Tout cela est très important pour améliorer la situation sur le lieu de travail. Et enfin, nous essayons d'examiner la faisabilité de l'emballage neutre au Bangladesh et puis d'adopter également un code de conduite sur les violations qui sont commises par les entreprises. Nous avons pris toute une gamme de mesures et nous essayons également d'accélérer la mise en place de ces programmes. Nous essayons de collaborer avec l'ensemble du secteur privé pour qu'il soit possible de tirer un revenu de ces mesures, notamment pour les entreprises spécialisées dans l'exportation. Et enfin, nous devons faire un plaidoyer que nous devons adresser aux décideurs pour leur expliquer ce que nous essayons de faire. Nous y avons déjà réussi d'ailleurs à certains égards puisque nous avons d'ores et déjà mis en place plusieurs projets. Nous avons également l'intention de cibler un certain public. Tout cela viendra donc compléter les programmes que nous avons déjà mis en place. Merci, docteur Boulboul, et merci de nous avoir dit qu'il ne s'agissait pas simplement de mettre en place des mesures favorables à la famille, mais qu'il fallait compléter cela avec d'autres programmes. Par exemple, la mise en place d'un système de paquet neutre pour ce qui est des formules. Enfin, le Kenya, quels sont les enseignements que vous souhaiteriez partager avec nous? Docteur Kirogo. Pour notre part, nous avons vu que la mise en place d'un cadre juridique, c'était une chose, mais encore fallait-il le faire savoir et faire en sorte que les parties prenantes attirent l'attention sur les politiques et expliquent pourquoi il est important de mettre en place ce système de protection de la maternité. Ainsi, chacun sera en mesure de mettre en place
une politique favorable à la maternité sur le lieu de travail. Nous avons vu également qu'il était nécessaire de désigner des fers de lance qui préconisent la mise en place de ce type de mesures. Par exemple, nous avions plusieurs députés au Parlement qui n'avait pas de lieu favorable à l'allaitement et tout à coup, plusieurs députés sont arrivés au Parlement avec leur bébé. Et ainsi, cela fait pression sur le Parlement qui a dû adopter des mesures favorables à l'allaitement. Nous devons donc déterminer qui sont les champions et les championnes afin que dans chaque pays, l'on puisse inciter les employeurs à mettre en place des politiques sur le lieu de travail. Et puis une dernière chose, les partenariats publics-privés, c'est également très important. Pour nous, il est important de collaborer avec le secteur privé par l'entremise des associations, ce qui a permis de faciliter la mise en œuvre de la législation. Il s'agit donc de faire en sorte que toutes les parties prenantes puissent s'asseoir à la table de négociation et puissent comprendre qu'il est important de mettre en place ces politiques sur le lieu de travail. Merci de nous avoir rappelé que parfois il suffit qu'il y ait une députée ou une ministre qui amène son bébé au Parlement ou au gouvernement pour faire avancer les choses. Il y a de nombreux pays dans le monde où l'on a pu constater que les politiques changeaient quand ce type de choses se produisent. Alors merci de nous l'avoir rappelé. Nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Alors j'aimerais demander aux intervenants d'allumer leur caméra, y compris les intervenants de tout à l'heure. Ce fut une séance fantastique. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, mais j'aimerais encore poser une question à Manuela. Du point de vue de l'OIT, est-ce que l'OIT va rapprocher le congé maternité de 14 semaines du nombre de semaines qui est préconisé? Merci pour cette question. J'adorerais personnellement, je souhaiterais pouvoir répondre positivement. Moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre cependant. Mais effectivement, c'est une question que nous allons mettre en bonne place dans nos programmes en ce qui concerne l'économie des soins. Comme nous l'avons vu très clairement, les normes internationales du travail s'appliquent à tous les pays. Or, tous les pays ne sont pourtant pas en mesure d'augmenter la protection de la maternité. En quelque sorte, nous devons continuer d'insister. Il est vrai que la norme, c'est en fait un critère minimal à mettre en place. Tout pays qui en ferait davantage, eh bien, sera le bienvenu dans les recommandations, si je ne m'abuse. Il est dit qu'il faudrait passer à 16 ou 18 semaines, sauf erreur, de congé maternité. Grâce à notre bonne volonté à tous, je suis persuadée que nous allons y arriver, mais cela prendra du temps. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est une remarque très importante. Effectivement, il s'agit plutôt d'une recommandation minimale et non pas maximale. Tous les pays sont encouragés à soutenir davantage les femmes sur le lieu de travail. Voilà, je souhaiterais remercier les intervenants. Vous avez tous fait un travail formidable. Nous avons vu qu'il existait de nombreuses informations et de nombreuses compétences. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'entendre davantage de questions. Mais je vous signale que l'enregistrement vidéo sera transmis à tous les participants, figurera sur le site de Collective dans toutes les langues utilisées aujourd'hui. Encore une chose avec laquelle nous sommes tout à fait d'accord, c'est que nous souhaiterions avoir davantage de diversité géographique, ethnique dans les vidéos des femmes. Nous avons tout fait pour faire en sorte que davantage de femmes partagent leurs vidéos.
mais nous n'avons peut-être pas réussi à contacter tous ceux que nous souhaitions contacter. Mais quoi qu'il en soit, le lien reste ouvert. Nous souhaiterions continuer à actualiser les vidéos. Alors, j'aimerais vous demander de bien vouloir afficher le lien dans la boîte de dialogue. N'hésitez pas à le transmettre à vos amis, vos contacts, vos collègues qui souhaiteraient ajouter leur histoire d'allaitement. Je vous rappelle à tous que vous pouvez avoir accès à ces ressources sur le site web de Global Breastfeeding Collective, sur le site web de l'OIT également. Nous allons également actualiser les informations en novembre. Vous aurez ainsi des informations à jour sur les mesures mises en place. Nous tiendrons compte également des informations fournies par l'OIT pour savoir ce qu'il en est. Avant de passer aux remarques de conclusion, j'aimerais remercier le comité permanent qui a organisé l'activité d'aujourd'hui. Nous avons toute une série de collègues qui ont travaillé en coulisses de l'UNICEF, de l'OMS, de Global Breastfeeding Collective, des différents groupes. J'espère n'avoir oublié personne. Vous avez fait un excellent travail pour mettre tout cela au point. Et nous écoutons maintenant le docteur Francesco Branca de l'OMS qui dirige le département de la nutrition et de la sécurité alimentaire à l'OMS. Merci de votre participation et bon été à tous et bon allaitement.